Comme vous le savez, je suis très jeune, tellement jeune que j'ai pu boire de l'alcool seulement à partir de l'année dernière. En fait, quand Harry Potter et la Chambre des Secrets, deuxième volet de la célèbre saga, est sorti, j'avais pas le droit de le voir. Ma mère le trouvait trop violent. Elle m'a fait voir Shining à 8 ans, Pulp Fiction à 9 ans, mais non, là il y a des gros serpents, du coup ça fait très peur. Bah. J'avais donc vu le premier en VHS, le deuxième était interdit donc j'ai pu le voir qu'en DVD plusieurs mois plus tard. Alors je peux vous dire que le troisième volet était pour moi le Graal ultime. Parce que 1, j'avais le droit de le voir au cinéma, et 2, je m'apprêtais à voir le meilleur Harry Potter de toute la saga cinématographique. Pour les bouquins, on en parlera une autre fois, mais pour le moment, on parle de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Générique. Harry Potter raconte l'histoire de Frodon, la dernière petite fille d'une fratrie de 4 enfants, qui découvre par hasard une armoire magique l'emmenant dans un monde où l'Empire a pris le pouvoir de la galaxie et où une armée rebelle tente vainement de remonter dans le temps au sein d'une DeLorean de très mauvais goût qui va les emmener à Westeros, là où une guerre sans merci se livre entre la Horde et l'Alliance, deux camps qui se battent en oubliant complètement qu'une armée d'Hugo Weaving mal branlée essaie de s'en prendre à eux, sauf qu'ils n'avaient pas pensé que Woody Harrelson serait là pour leur botter leur petit cul. Plus sérieusement, Harry Potter est l'adaptation des livres Harry Potter, écrits par J.K. Rowling, qui raconte l'histoire de Harry, un orphelin élevé par une tante horrible et un oncle horrible, et qui découvre, par le pouvoir génial des nouveaux coursiers du PS qui livrent des gâteaux d'anniversaire, même dans les coins les plus isolés de la Grande-Bretagne, que c'est un sorcier. Je suis un quoi? Un sorcier. De là, il va être admis dans une école publique, sûrement financée par les impôts recueillis lors des périodes de vaches maigres du règne de Thatcher, parce que bordel de cul, tout date dans ce film, afin d'apprendre et de contrôler la magie qu'il a en lui. Et durant son parcours, il va se rendre compte qu'il n'est pas n'importe qui. Harry est très connu parce qu'enfant, il aurait survécu à un mage noir nommé Voldemort, un type dont on peut pas prononcer le nom normalement, donc appelons-le Tom. Donc Tom, qui était vraiment méchant, genre au point d'ouvrir une porte avec un bout de bois et de manger une licorne, que ce Tom donc n'aurait pas réussi à tuer le petit Harry. Harry serait le seul à avoir survécu à ce mage noir. Peut-être parce qu'il était absolument adorable étant enfant et qu'il faut être un monstre pour tuer un petit bout de chou pareil. Non, parce que Tom est une merde. D'un côté, on a Sauron qui s'empare de la Terre du Milieu, le Roi de la Nuit qui détruit un mur de 4000 km, et Freddie Mercury qui fait chanter des stades, et Tom, lui, il est même pas foutu de s'emparer d'un lycée public qui s'éclaire avec des lampes à huile. Enfin bref, la saga suit toute la scolarité de Harry, année après année, dans cet établissement où il y a une forêt interdite avec une araignée géante, un miroir où on voit des trucs qu'on aimerait avoir, une chambre avec des secrets mais qui n'a pas de lit, et plein d'autres choses vraiment flippantes qui feront pas lire n'importe quel gamin. Mais pas Harry, parce que Harry a une cicatrice, il parle au serpent, du coup, il est badass. Et surtout, il a Hermione à ses côtés, qui elle est grave intelligente parce que Ron, très clairement, à part tirer des tronches, il sert pas vraiment à grand chose. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le troisième volet de la saga qui représente la troisième étude d'Harry où il a 14 ans. Et, comme tous les garçons de 14 ans, il va dans sa chambre le soir, il ferme sa porte à clé, il se met sous la couette pour lire des livres de magie. Faites pas genre, on l'a tous fait. Avec une baguette qui fait de la lumière pendant 3 secondes. Et je trouve ça très bizarre parce que dans la suite du film, la lumière de sa baguette est constante. Mais là, il doit genre répéter la formule toutes les 3 secondes. Surtout que c'est pas logique parce qu'ils doivent tous répéter les formules pour jeter des sorts, sauf de temps à autre. Genre dans le 5 par exemple, où ça fusille de partout. Super JK, super niveau cohérence, c'est génial. Bref, si ce n'est pas le cas, vous devez voir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en priorité. Les 8 films sont récemment arrivés sur Netflix, donc vous serez peut-être tenté de commencer par le début, et je vous comprendrai parce que ils ont vachement bien vieilli, sauf pour le jeu. Même si le troisième volet a ses petits défauts dans la version française. Qui? Sirius Black. Dufftown. Ce n'est pas très loin d'ici. En fait, je pense qu'on n'a pas tous 24 heures à tuer pour mater l'intégralité de la saga, et je pense sincèrement que le troisième volet est le meilleur pour une raison principale, Alfonso Cuarón. Je suis toujours une merde avec les accents. Comme d'autres sagas, telles que Star Wars, qui ont connu et connaissent différents réalisateurs, Harry Potter ne fait pas exception. Les 2 premiers étaient de Chris Columbus, ensuite on a eu Alfonso Cuarón, puis Mike Newell et enfin David Yates, qui a fait les 4 derniers. Chris Columbus a porté les 2 premiers volets de la saga, en leur donnant ce ton enfantin et féerique. Et ça peut se comprendre, on parle quand même du mec qui a fait Maman j'ai raté l'avion, l'histoire d'un gamin à Noël, La course aux jouets, les histoires de Schwarzy qui va chercher un jouet à Noël, et Pixel, un film qui se passe pas à Noël, mais où il y a Peter Dinklage qui porte un mulet, et ne regardez pas ce film, il est sur Netflix, regardez Schwarzy courir après un jouet, il est également sur Netflix, il vaut grave le coup, faites-moi confiance. Les premiers films ont été relativement fidèles à l'ambiance des livres, qui, en effet, dans les premiers, optaient pour une écriture destinée aux enfants. Pas que c'est mal écrit, juste je les ai relus récemment, et c'est vrai que ça fait très enfant. Et c'est normal, J.K. Rowling a écrit ça pour des enfants qui grandissent. Les histoires grandissent avec leur public, et les films ont également fait ce choix. Sauf que quand il s'agit d'œuvres marquées par des pattes différentes, et pour les films avec plusieurs années d'écart, et surtout dans le cadre d'un support visuel, c'est d'autant plus marquant au niveau des différences de ton. Il n'y a qu'à superposer les titres des 8 films différents
pour voir l'évolution de la saga. Le troisième opus opte pour un ton plus sombre, plus glaçant et surtout plus mature. Les trois personnages, que sont Harry, Ron et Hermione, parlent de choses très sérieuses, que ce soit l'enjeu de la trahison, qui peine Harry Potter au final, et même la mort qui est omniprésente. Pendant les deux premiers films, nous avions un héros presque invincible. Là, nous avons le prisonnier d'Azkaban, Sirius Black, qui cherche à tuer Harry, et le danger est bien présent. Du moins, on le ressent mieux. Nous avons des détraqueurs qui aspirent les souvenirs agréables de personnes d'une manière très peu délicate. Un loup-garou, un arbre qui cherche la bagarre et des journaux qui nous gueulent dessus. Et tous ces enjeux ne sont pas seulement présents dans le scénario, mais également dans la mise en scène, parce que Chris Columbus, qui a posé les bases de Poudlard, ne s'était pas vraiment foulé niveau mise en scène. Dans ce troisième volet, on sort dans les villages, on sort dans la cour, et regardez comment Quaron va filmer une ellipse. Et ça, c'est pas ouf comme plan? Tu l'avances mon muscle ou non? Travaille quoi! Le film est rempli d'idées vraiment inventives pour immerger avec style. Et même dans une simple taverne, Quaron arrive à rendre l'action intéressante et rythmée. Cette discussion est entre le père de Ron et Harry. Le père le met en garde parce que Sirius Black s'est échappé de la prison et nous suivons la discussion au fur et à mesure que l'on comprend que Harry se trouve dans une situation particulièrement sordide et par conséquent court un risque mortel. Et c'est petit à petit que les personnages s'isolent toujours un petit peu plus et surtout s'assombrissent. Une discussion qui aurait été sûrement filmée avec un simple chant contre chant trouve une toute autre ampleur dans ce genre de mise en scène. Parce que Quaron va jouer avec le décor, matez-moi ses affiches par exemple, les acteurs avec ses déplacements calés et vraiment crédibles, et cette lumière magnifique. Le film est baigné dans une photographie qui s'éloigne du travail de Columbus, c'est-à-dire une image tout jolie, un monde tout beau. Malgré une séquence verdâtre à la fin du 2, ça restait assez convenu. Ici, on a peur. L'eau se glace et en plus d'avoir une mise en scène de qualité qui trouve le parfait équilibre entre ce que voulaient les studios et ce que voulait Quaron, très content de ce projet d'ailleurs, on trouve un scénario bien mieux rythmé que les autres films. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, on a parfois des films dans des films, comme quand Harry et Hermione décident de remonter dans le temps pour réparer des choses en les impactant. Impact que l'on verra par le passé dans le film, mais dans le futur pour eux. Vous me suivez? Sans compter le nombre de petits détails qu'on pourrait considérer comme des fusils de Tchekhov, qui sont très bien amenés, comme un simple oiseau qui sert, sans qu'on s'en rende compte, à placer le seul cogneur qui sera au centre de l'intrigue dans la suite du film. C'est dans ce troisième volet que l'on creuse encore plus les relations amicales et familiales, thème très récurrent dans toute la saga, et qu'on développe un petit peu plus cette crise de l'adolescence où on a cette soif de liberté. Des 8 films, c'est mon préféré et c'est celui que je remate avec grand plaisir en solo, hors marathon. Parce que j'arrive réellement à ressentir ce que les personnages ressentent. Et le film ne tombe jamais dans une stéréotype artistique comme certains autres gros blockbusters. Il n'y a qu'à voir ce qui sort en ce moment. Il est vraiment plus gros que la dernière fois. J.K. Rowling a d'ailleurs affirmé que c'était son film préféré de la saga, justement par son audace. Audace qui aura valu à ce troisième volet d'être le moins rentable de la saga avec seulement 700 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc, c'était pas un bide, mais le film, c'est le moins rentable de la saga, ce qui est un peu triste. Comme beaucoup de films qui avaient de l'avance sur leur temps et une pérennité, ils n'ont pas trouvé le succès qu'ils méritaient lors de leur sortie. Chris Columbus a permis de commencer Harry Potter comme la saga parfaite pour vendre des jouets. Alfonso Cuarón en a fait des films d'initiation avec lesquels on peut grandir, comme les livres en fait. Des histoires avec lesquelles on peut apprendre les choses de la vie. Sans ce film, je pense que les relations amoureuses du 4e et 6e volet n'auraient jamais pu être aussi passionnantes à regarder. Et peut-être même que le studio n'aurait jamais pensé à mettre l'accent dessus. Alfonso Cuarón a réalisé un film plus qu'un produit marketing, comme ça risquait de l'être et comme les films, au final, aujourd'hui, risquent de l'être. Sans oublier de vendre ces petits médaillons que Hermione utilise pour remonter le temps et qui ne coûtent que 15 € sur Amazon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Là, je voulais parler d'un film qui est un peu plus connu que d'habitude, mais je voulais dévoiler mon amour pour le 3e volet de la saga Harry Potter, et c'est ma chronique, je fais ce que je veux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des fanatiques, à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tous les liens sont dans la description, à mettre un pouce en l'air, c'est gratuit, ça prend 1 seconde, et à mettre un commentaire pour le référencement, parce que ça nous aide à monter dans vos recommandations, et surtout en tendance, parce qu'on pense qu'à ça. Moi, je retourne étudier pourquoi la momie c'est le meilleur des Indiana Jones, et je compte Tintin là-dedans. Allez, tchou!